Bonjour, soyez les bienvenus sur TBO et TB Sud. Nous vous proposons aujourd'hui de revivre les temps forts de l'actualité 2023. Et dès le début de l'année, l'inflation met à mal les porte-monnaies des foyers et les répercussions sont importantes quand il s'agit de faire ses courses. La solidarité s'organise et les associations tentent de faire face pour répondre aux besoins grandissants. Gaël rentre chez lui comme tous les soirs. Seule particularité, il habite depuis 3 semaines dans les locaux de l'entreprise Hippocampe grâce à l'association Bureau du Cœur après 10 années de galère. J'avais un projet avec mon ex, c'était de retourner à Tahiti justement pour monter une entreprise là-bas. Et ça s'est mal passé ensemble, donc elle est rentrée parce qu'elle était tahitienne et moi je suis resté ici. Et puis là ça a été, voilà, c'est là où je suis descendu. Après expulsion, trucs comme ça. Plus de logement, plus rien. Puis voilà, burn-out, j'ai coupé les ponts de tout, sauf avec ma famille quand même. Et puis après, au bout de 10 ans, ça use quand même. Afin de pouvoir bénéficier de l'association Bureau du Cœur, les bénéficiaires doivent respecter des règles comme celle de ne pas être dépendant d'addiction et d'avoir un projet professionnel. C'est le CCS, exactement le point Kéros, là où je vais prendre mon petit déjeuner et la douche. Et c'est eux qui m'ont parlé de cette association, savoir si ça pouvait m'intéresser. Ça permet pouvoir un endroit où poser ses affaires et de pouvoir faire toutes ces démarches. Notre sac à dos, c'est notre maison, on a tout dedans. Donc c'est très important d'avoir un endroit où je sais que je peux laisser mes affaires, c'est très important. Et c'est complètement un coup de pouce. Hein, ça. Puis c'est un peu, pas une condition, mais c'est quand même leur but, c'est qu'on ne retourne pas dehors à l'issue. Tous les matins de la semaine, Gaël doit libérer sa chambre pour qu'elle redevienne une salle de réunion. Gaël, de son côté, cherche une formation dans la sécurité et a réalisé une demande de logement auprès de la BMH. Bougez pas, je vais vous donner un note en plus. Ça fait 2 points. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je donne un point supplémentaire parce qu'on n'a pas du tout de crudité et qu'on a plus de légumes. Il faut que ça tienne jusqu'à midi. En cette matinée de distribution de denrées alimentaires, l'antenne lorientaise des Restos du Cœur ne désemplit pas. Oui, on a plus de monde et pas forcément les mêmes personnes. On a de très jeunes et puis des gens qui viennent d'arriver et puis aussi des très âgés qui ont du mal à boucler le fin de mois. 15%, c'est le nombre de repas supplémentaires distribués par rapport à septembre dernier. Près de 900 familles lorientaises franchissent désormais les portes du Resto du Cœur. Mais l'association doit faire face à un autre problème. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup moins de produits qui arrivent. On a beaucoup moins de viande déjà et beaucoup moins de ramasse. Les sociétés ont une technique maintenant avec des DLC courtes qui fait qu'on a moins de produits rapidement et avec des dates longues. Conséquence, les Restos du Cœur prévoient de restreindre le nombre de leurs bénéficiaires. Pour la campagne hivernale, les barèmes d'été plus restrictifs devraient être appliqués. Si les Restos du Cœur ne sont plus en capacité à distribuer comme ils le font aujourd'hui, ça veut dire qu'on va sortir des gens qui sont en précarité du service qu'on peut leur apporter, mais on risque aussi d'avoir une démotivation de bénévoles parce que quand vous êtes face à des gens et que vous devez leur dire non en permanence ou limiter ce qu'on pouvait faire avant, ça risque de démotiver les bénévoles. Même si la Bretagne reste moins touchée que d'autres régions, plus de 7 millions de repas devraient être servis cette année, soit 1 million de plus qu'en 2022. Il est 14 h et comme tous les mercredis, les Naïcs s'activent dans ce jardin partagé pour arracher, creuser et planter. Le jardin est de plus en plus beau et cultivé, quoi. Et les gens qui passent juste en promenade s'arrêtent de plus en plus pour discuter avec les jardiniers qui sont présents et échanger du coup de jardin, mais pas que, quoi. Un projet qui voit le jour après les confinements du Covid à l'initiative de la Maison pour tous du Guelmer, avec un objectif en tête, produire et vendre localement pour les habitants du quartier. La démarche permet surtout l'accès à des légumes de qualité à des prix réduits, à l'heure où l'inflation grimpe encore en France. C'est vraiment pour les personnes qui ont des moyens vraiment réduits pour avoir des légumes de qualité. Ça c'est clair. Et puis c'est bio, c'est local, y a tout ça rentre complètement dans tous les critères. Au total, une dizaine de jardiniers se relaient pour entretenir leurs parcelles, légumes, fleurs et aromatiques. La production est variée, mais les bénévoles ne souhaitent pas s'arrêter là. L'association devrait faire l'acquisition d'une nouvelle parcelle très prochainement.
Ces Bretons sont passionnés par leur métier et s'attachent à préserver le patrimoine vivant. Ils confectionnent des vêtements ou encore des chaussons depuis plusieurs générations, fabriquent des tonneaux, vous l'aurez compris, ils ont de l'or entre les mains et ils forcent l'admiration. Avec minutie, Romane procède au remaillage d'un col de pull. Il faut les poser maille à maille, donc chaque maille du col dans chaque petit poinçon de la machine. C'est là que c'est important d'être patient aussi parce qu'on peut assez vite être frustré, notamment quand on n'arrive pas à avoir la cadence ou les résultats escomptés. Maintenant, Malou a toujours été là pour dire mais non, ça va le faire, c'est pas un souci. Malou, c'est l'ancienne chef d'atelier partie depuis à la retraite. Mais avant, elle a formé Romane pendant plus d'1 an. C'est la transmission d'un patrimoine et puis c'est l'assurance d'être très bien formée pour le coup puisqu'elle est restée sur machine pendant plus de 40 ans. Dans cette entreprise centenaire, toutes les étapes de fabrication d'un vêtement sont assurées, de la réception des fils à la finition. Vous avez une multitude de savoir-faire qui interviennent, le tricotage, la coupe et la confection qui elles-mêmes cachent une multitude de savoir-faire. On le fait pour des raisons patrimoniales, c'est-à-dire qu'en fait ça a du sens pour nous de faire perdurer ces savoir-faire en local parce que c'est le sens de l'histoire de notre marque. Des savoir-faire devenus rares et désormais reconnus pour le Minor avec l'obtention du label d'État Entreprise du patrimoine vivant. On parle de mode responsable, la mode est une industrie très polluante, donc la solution pour agir concrètement dans ce sens-là, c'est d'assurer et de défendre la fabrication locale. Donc c'est ce coup de projecteur qu'apporte le label Entreprise du patrimoine vivant. Mais aussi un coup d'accélérateur avec un crédit d'impôt collection de 15% au lieu de 10%, de quoi développer innovation et création dans une entreprise qui a fait le choix depuis 2018 de matières 100% naturelles. La tonnellerie, c'est vraiment un métier d'épicurien. Alors, je m'appelle Benjamin Lefloc, je suis tonnelier et ici on est à la tonnellerie du Trégor, nouvelle tonnellerie installée à Lannion depuis mai. Et on y fait des fûts pour tous les producteurs d'alcool spiritueux, pommes, cidre en Bretagne. Mon père était tonnelier quand même, donc j'avais déjà un petit goût pour ce métier-là, mais je voulais faire des études et puis finalement les études m'ont pas trop convenu. J'ai fait d'autres essais dans le bois, j'ai fait des stages en charpente, en menuiserie, etc. Mais au final, c'est la tonnerie quand même qui m'a... voilà. On travaille le bois pour faire quelque chose qu'on va consommer. Donc en fait, on est sur presque, je vais pas dire de la gastronomie, mais c'est le métier de la gastronomie du bois en fait. Ce qui fait que c'est un peu particulier comme métier, c'est très différent de tous les autres métiers du bois. Et c'est un métier d'épicurien parce qu'on est en contact avec des producteurs, on fait des dégustations pour savoir comment les barriques ont évolué, qu'est-ce que les barriques ont pu apporter au produit. Et c'est une ambiance, c'est une culture générale du métier qui fait que je trouve qu'il est incroyable. Se mettre tout seul en tonnerie aujourd'hui, c'est très dur, voire quasiment impossible. Pourquoi? Parce que le bois qu'on utilise en tonnellerie est très spécifique, on appelle ça du mérin. C'est le bois le plus cher qu'on peut trouver sur le marché. Il y a quasiment 1 million à mettre sur la table juste pour acheter la matière première pour préparer le bois. Donc moi aujourd'hui, si j'avais pas eu le soutien de la distillerie Varennes, effectivement, j'aurais pas pu, même si mon père était tonnelier, que je récupérais ses machines, j'aurais pas pu m'installer juste à cause du prix de la matière. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on fait perdurer l'histoire familiale. On garde des savoir-faire. À la distillerie, on travaille beaucoup avec des fûts de Bourbon qui viennent des États-Unis, des fûts de Sherry qui viennent d'Espagne. Sur l'année, on en achète pas loin de 500. Donc si on pouvait travailler plus en local, ce serait intéressant. Pour l'instant, on a déjà des commandes. Je vois qu'il y a quand même un certain engouement autour de la tonnerie en Bretagne. Il y a pas mal de producteurs en Bretagne d'alcool et maintenant le vin qui arrive. Donc je m'installe en bon moment. Et en plus de ça, les Bretons sont quand même chauvins. La technique du cousu retourné, c'est la fierté de l'entreprise Rivalin. Et ici, l'experte, c'est Marie-Claire. Elle travaille dans l'entreprise depuis 42 ans et a cousu pas moins de 2,5 millions de charentaises. C'est un travail assez difficile à faire parce qu'il faut faire une couture assez régulière tout autour du chausson et avoir les bons gestes pour pouvoir arriver à le faire sans s'arrêter trop souvent. Depuis 1925, l'entreprise Rivalin fabrique des sabots et des charentaises à Quimper. Et si l'entreprise a vécu un regain économique pendant le Covid, elle connaît aujourd'hui une baisse de ses ventes. En cause, l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, mais l'entreprise cherche des solutions. Il faut toujours se renouveler en fait, en gardant la fabrication et le côté artisanal. J'ai pas envie moi de changer à l'outil.
il faut justement renouveler, donc travailler avec des influenceurs et des influenceuses, des blogueurs, des blogueuses. Donc on a changé de site internet, on a changé de logo, de charte graphique. L'entreprise, qui fêtera bientôt ses 100 ans, était la seule entreprise bretonne présente au salon du Made in France cette année à Paris. Une mise en lumière importante pour les entreprises qui travaillent selon un savoir-faire artisanal. Et pour Joël Fourny, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ce savoir-faire doit perdurer sur le territoire. L'intérêt, c'est aussi reconnaître le fabriqué en France au travers des produits qu'il fabrique depuis déjà presque un siècle. Et puis évidemment, c'est aussi lui permettre d'ouvrir sur la commercialisation à l'extérieur. L'entreprise Rivalin produit environ 100 000 paires de charentaises par an, comptez environ 50 € pour ses chaussons. Proposer une alternative au ciment, contrôler la température du vin ou encore s'attaquer aux frelons asiatiques, des idées de génie qui font parfois le buzz et c'est la séquence innovation de cette émission. Le Perret, cette terre granitique, est-elle le béton de demain? À Ploumanac, des architectes croient en son potentiel. Ils le testent avec cette structure soumise au vent et à la pluie. Aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, quand on fait du béton, c'est une recette qui est standardisée et qui est polluante aussi parce que dans le béton, il y a du ciment et donc pour produire le ciment, on produit beaucoup de dioxyde de carbone. Et donc il y a l'ambition donc de valoriser des matériaux qui sont peu reconnus ou jugés inutiles. Et il y a aussi l'idée donc de produire un béton avec des matériaux locaux qui sont à disposition et qui puissent aussi retourner à la nature quand on démolit en fait l'ouvrage. Pourtant, dans cette carrière de granit, le Perret n'a pas vraiment de débouchés et le chef de carrière n'y croit pas du tout. Pour faire des petits trucs comme ça, si. Mais si ce serait pour faire en plusieurs maisons, peut-être pas quand même. Mais pour ce maçon, il est grand temps de s'intéresser à la terre que l'on extrait lors des constructions. Quand tu construis une maison, on commence par créer les fondations. La terre, souvent, elle est mise de côté et on va faire venir de loin des produits industriels qui peuvent avoir fait des milliers de kilomètres pour construire l'ouvrage de la maison. Cette terre qu'on excave, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, pendant pas mal d'années, le siècle dernier, on pouvait remplir les trous qu'on avait faits. On a rempli ces trous-là, mais aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Alors que d'un regard de notre métier, on se dit, mais en fait, c'est dommage parce que rien que dans l'extraction, ils ont déjà la matière première pour pouvoir faire construire leur maison. Cette structure est le premier test du studio d'architecture Cookies. Une dizaine d'autres vont être réalisées en France avec différentes terres pour redonner leur lettre de noblesse aux matériaux locaux. Vous avez donc la température mini subie par la bouteille de vin, maxi ici. Donc les aiguilles, elles descendent, elles sont irréversibles. Une fois qu'il y a un marquage 40 degrés, vous ne pouvez pas, vous particulier, venir dans ce boîtier qui est donc scellé. Des capsules clipsées au culot d'une bouteille de vin qui donneront également la température à l'instant T ou encore l'identification du vigneron. Elles sont destinées à des vins haut de gamme qui font parfois plusieurs milliers de kilomètres tout en étant soumis à des températures extrêmes avant d'être consommés. Dans une bouteille de vin, passé 25 degrés, vous avez une dilatation du liquide, une poussée sur le bouchon, une perte de l'étanchéité de la bouteille. Vous avez donc après des vieillissements précoces, une madérisation, une oxydation. Ça a dû vous arriver à la maison de déboucher une bouteille de vin et de voir cette coulure de vin rouge le long d'un bouchon. Voilà, c'est que le vin est sorti par là. Donc déjà la bouteille, elle a quand même beaucoup de chances d'être bien abîmée, voire un peu morte quand même. D'où l'idée pour cet entrepreneur morbihanais spécialisé dans la vente de vins nature en ligne de mettre au point ce témoin de qualité. Le fruit de 10 années de travail, reconnu aujourd'hui par une médaille d'or obtenue au concours Lépine. Une mise en lumière avant le coup d'envoi de la production. Ce sera sur 200 000 unités mensuelles qui vont se pouvoir sortir dans nos ateliers dans le Haut-Doubs. On a un objectif de très vite monter en puissance. Nous, on a ciblé un marché qui fait de l'ordre de 50 millions de capsules par an. Évidemment, avec un tel dispositif, on vise des bouteilles à plus de 100 €. C'est vraiment fait pour les belles bouteilles qui vont traverser le temps. 2 domaines en Bourgogne vont adopter les capsules à 15 € l'unité dès septembre prochain. Mais le concepteur vise à terme d'autres marchés comme l'agroalimentaire ou encore le milieu pharmaceutique. Ça, c'est le résultat d'un piège par noyade. Vous avez une quantité importante d'abeilles, de guêpes, de mouches. Pour lutter contre les frelons asiatiques tout en préservant la biodiversité, cet ancien apiculteur a inventé ce piège. Une fois rentrés par ces mamelons, ils ont une aération périphérique de cette façade. C'est calibré de telle façon que le frelon asiatique seulement soit prisonnier. Les autres
personnes utilisaient donc le grillage en quelque sorte. Le grillage, il est de petite dimension, donc certains papillons qui ont des grandes ailes ne peuvent pas sortir. Donc là, vous avez un système qui fait que, quelles que soient ses dimensions, il ressort sans aucun problème. Pour passer de l'idée à la réalisation, il a su s'entourer. C'est difficile à concevoir parce que les frelons sont très, très malins et ils arrivent toujours à trouver une solution pour sortir des pièges. Donc la réalisation du piège nous a mis à peu près 3 ans quand même pour pouvoir mettre la chose au point. Et le succès est au rendez-vous. Ils sont nombreux à passer une précommande. Là, on a eu plus d'une 50aine de personnes pendant le mois d'août en tout cas. Et là, c'est tous les jours en fait où on a des appels, notamment là, avec la récolte des fruits qui arrive à la fin de l'été, donc avec le raisin, les prunes, les mirabelles, les pommes. Ils sont très embêtés pour récolter leurs fruits, ils ont peur de s'approcher des vergers parce qu'il y a une population assez importante de frelons. La commercialisation et le e-shop seront lancés d'ici quelques jours. Ils vous ont fait vibrer, frémir ou encore crier. Ces sportifs bretons font partie de l'élite du sport en 2023. Nous parlons ici de l'US Concarneau, de Valentin Madouas, du Quimper Volley ou encore de la Garde du Vœux Hennebont tennis de table. Retour sur les temps forts de cette année avec Laurent Villebout. La foule est là, la liesse aussi, au coup de sifflet final à Concarneau pour les supporters des Tonniers, massés devant l'écran géant qui retransmettait le dernier match de la saison de l'USC à Orléans ce soir du 27 mai 2023. Une dernière victoire 2-1, synonyme de montée historique en Ligue 2 pour le club finistérien. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est extraordinaire, donc voilà, si on ne fait pas la fête ce soir, on ne le fera jamais. On est champion, voilà, on sera jamais les premiers pour Concarneau là-dessus. C'est énorme ce qu'a fait le groupe. Depuis le mois de juillet, on est dessus, on n'a pas lâché, on a toujours été assez constant et je ne peux pas dire que les autres ne méritaient pas, mais en tout cas je trouve qu'on mérite d'être à cette première place et puis de monter en Ligue 2. Même ferveur sous le soleil de Plouay pour assister ce 3 septembre au triomphe de Valentin Madouas. Le Brestois cycliste breton de l'année 2023, sacré champion de France à Cassel quelques semaines plus tôt, remportait la Bretagne classique pour asseoir à jamais sa popularité sur ses terres après ce formidable doublé. J'ai jamais su quand j'ai passé de la ligne, franchement je crampais dans la dernière ligne droite, j'ai fait un sprint pourri, mais je suis arrivé juste avec la vitesse et j'avais des toxines partout, mais c'est le principal, franchement, il fallait avoir un peu d'avance, les décoller au démarrage, et après, une fois que c'est décollé, après, il n'y avait plus qu'à tenir et regarder de la ligne. J'entendais le public, c'était wow, franchement vraiment énorme. Ouais. Les performances n'ont pas manqué cette saison encore en Bretagne. Sans être exhaustif, on pourra retenir pêle-mêle la montée du Quimper Volley 29 en Ligue A féminine en sortant invaincu des playoffs, les retrouvailles du Quimper Cornouailles tennis de table avec la Proa quittée en 2016 ou encore le formidable doublé championnat Europe Cup de la Garde du Vœux Hennebont tennis de table, désormais quintuple champion de France et double champion d'Europe. Nous n'oublions pas non plus tous les sportifs sacrés en individuel, les Axel Laurence, Juliane Chartier, Julia Chéreau, et les grands événements ayant animé le territoire comme les championnats de France de cross-country à Carhaix ou les championnats de France de pétanque à Quimper, ni même le Douarnenez Sport Billard qui pour la 3e fois de son histoire a de nouveau fait le doublé championnat Coupe d'Europe. S'amuser, sortir, découvrir, vivre en 2023, c'est revenir à des festivals grand format, loin des restrictions liées à la crise sanitaire. Et les nombreux rendez-vous que compte la Bretagne ont fait le plein. Nous allons à Saint-Brieuc pour Art Rock, à Ouessant pour le festival Illophone, mais aussi à Lorient à l'occasion du festival interceltique. À Saint-Brieuc, le festival Art Rock a fait le plein pour ses 40 ans d'existence. 85 000 personnes se sont déplacées, un record, un événement familial et transgénérationnel. C'est ma toute première fois, même si ça fait longtemps que j'ai envie de venir. Après moi je fais le festival depuis plusieurs années, entre mère et fille, je trouve que c'est cool quoi. Mes parents m'emmenaient quand j'avais 10 ans. Donc
c'est mes premiers concerts. C'est plus une tradition parce qu'en fait on y va tous les ans. C'est le week-end qu'il ne faut pas louper à Saint-Brieuc. C'est l'identité un peu du coin, je trouve. À l'affiche, Imani, Isia, Benjamin Biolay ou encore Christine and the Queen, mais aussi des arts visuels, de la danse et des arts de rue avec une magnifique parade en centre-ville de Saint-Brieuc. Et pour recharger les batteries, les festivaliers ont pu se régaler avec des plats étoilés à Rock and Talk. J'en profite à chaque fois. On n'est pas spécialement rock, donc nous on est venus pour découvrir la gastronomie. Et pour les restaurants et les bars du centre-ville, c'est aussi l'affluence. Il faut se rendre compte que pour ceux qui sont en placard et même dans l'environnement du centre-ville, c'est un 13e mois, quoi. Beaucoup de sandwichs. On en fait 60 par jour d'habitude et là on tourne à 150, 200. Toutes les villes nous envient ce festival. C'est une chance énorme d'avoir un festival en centre-ville. On passe de 6 personnes au quotidien à 12 en fait pour un rock. Mais le festival va-t-il rester en centre-ville? Son avenir est incertain face à l'inflation. Le rêve, c'est qu'il puisse rester dans ce centre-ville. C'est pas simple parce que la jauge est limitée et de fait les recettes sont fixes, sont compressées, alors que on connaît le contexte inflationniste actuel. Les budgets flambent. Cette année, c'est plus 12% par rapport à l'année dernière. Parfois, on se dit on serait tellement mieux dans un champ entouré de nos 4 barrières, on ferait ce qu'on veut. Pour l'instant, l'une des solutions, c'est le financement privé. La part dans le budget de l'événement augmente malgré l'inflation. Les entreprises locales sont de plus en plus nombreuses au rendez-vous. Mademoiselle K, ou encore le groupe rock Cancre, la programmation était variée cette année à l'Ilophone. Et pour les artistes, le côté insulaire du festival crée une ambiance particulière. T'as pas de réseau mobile? T'as pas de réseau Non, puis ça, tu décroches, quoi. Le fait de se barrer du continent, l'air de rien, tu décroches bien au niveau du cerveau, tout ça, tu pars en vacances un peu, il y a un côté comme ça. Car pour rallier le continent au festival, le meilleur moyen reste le bateau. Et même la pluie n'a pas entamé le moral des festivaliers, heureux de fouler le sol ouessantin. L'Ilophone, ce sont aussi des concerts gratuits qui ont lieu toute la journée dans plusieurs endroits de l'île. L'occasion pour ceux qui n'ont pas d'entrée pour le festival de profiter quand même de l'ambiance. L'ambiance du festival, en fait, d'année en année, on retrouve la même ferveur, la même ambiance, des gens sympathiques. Et c'est ça que j'aime à Ouessant. Moi, je viens de Toulon, Val d'Isère en Savoie, Grenoble dans l'Isère. Voilà, donc on a fait 1000 et quelques kilomètres pour venir jusque-là. Cette année encore, le festival affiche complet. Un succès pour la direction pour qui l'organisation d'un festival sur une île relève parfois du défi. Il faut savoir que Ouessant, c'est une petite île de 8 km sur 4 de 800 habitants, qu'on n'a pas une structure, une salle de concert comme on a dans les grandes villes sur le continent. Donc quand on organise un festival sur Ouessant, faut vraiment penser à tout faire venir, donc aussi gérer les traversées maritimes pour les gens, mais aussi pour le matériel, et surtout ne rien oublier. Parce qu'on ne pourra pas acheter une corde de guitare à 20h ce soir. L'Ilophone a eu lieu du vendredi au dimanche. Environ 3500 festivaliers étaient présents tout au long du week-end. 52e édition du Festival interceltique de Lorient ce week-end. Point d'orgue, la très attendue Grande Parade des Nations Celtes. Et certains spectateurs ont traversé la France d'est en ouest pour assister en réel à l'événement. C'est la première fois, je l'ai déjà vu à la télé chez moi. Et rien ne vaut le live, donc on est là. C'est une ambiance générale, c'est les costumes, c'est la musique, je pense que c'est l'âme bretonne, on la découvre petit à petit. Faire vivre, tout simplement. L'âme bretonne serait-elle à jamais ancrée dans le cœur de ceux qui sont un jour passés à Lorient? Pour cette famille, la Grande Parade est une sorte de retour aux sources. J'ai vécu à Lorient il y a 23 ans, donc j'ai une de mes filles qui est née ici. Et donc on est revenu pour lui présenter la ville, lui montrer où elle est née, voir le festival. J'adore la musique celtique, j'écoute de temps en temps. Je trouve que les costumes sont très beaux, les danses c'est impressionnant et j'aime bien la musique aussi. Mais dans les rangs des très nombreux spectateurs, il y a les inconditionnels, ceux qui ne comptent plus leur nombre de participations et les kilomètres parcourus. Le festival interceltique, c'est quelque chose que j'adore, parce que je trouve que c'est magnifique, les costumes, les musiques, voilà, j'adore ça. Plus de 4700 personnes venues d'Irlande, invitées d'honneur, d'Écosse, du Pays de Galles, d'Australie, Nouvelle-Zélande, de Galice, des Asturies et bien sûr de toute la Bretagne ont défilé dans les rues. Une édition marquée par les 100 ans du Guanadu et la présence de plus de 700 enfants de la Fédération de danse Candler. L'interceltisme prend de l'ampleur.
On a tous des cultures traditionnelles qui sont encore très prégnantes au niveau de nos différentes nations et on a su les mettre en valeur et on sait les faire évoluer. Et ces cultures, elles ne sont pas figées, elles continuent d'évoluer. Et c'est le Festival Interceltique qui est aussi un des endroits qui peut montrer, qui peut continuer et aider à faire évoluer et à accompagner cette évolution. Pendant tout un week-end, Lorient a vibré au rythme des bagadous, cercles celtiques, danseurs et paille-bandes. Une ferveur celte qui va enflammer la ville tout au long de la semaine. Et 2023, ce sont également de belles histoires et il y en a eu beaucoup. Des rencontres inattendues, des parcours de vie admirables, des défis traversés que nous avons souhaité sélectionner pour vous. D'une volonté de faire, Zélie, bientôt 12 ans, enchaîne les exercices de mobilité. Chaque jour, elle consacre 2 heures au travail de sa respiration. Un passage obligatoire pour combattre la mucoviscidose. Dans la mucoviscidose, on parle beaucoup des poumons, mais ils ne sont pas tout seuls à l'aider à respirer. Il y a aussi la cage thoracique, il y a aussi le diaphragme. Et c'est en travaillant toute cette zone qu'elle pourra mieux respirer. Il y a un peu plus d'1 an, Zélie obtient une dérogation pour un nouveau traitement innovant, réservé aux plus de 12 ans, le CAF Trio. Il y a eu ma capacité respiratoire qui a augmenté de 20%. Quand je faisais du sport, mon essoufflement il était mieux qu'avant. Enfin, en fait, tout en général. Donc, c'était bien. Ce traitement n'efface pas les dommages sur les poumons. Il améliore le quotidien et a réduit les passages de Zélie à l'hôpital. Sa vie ressemble de plus en plus à celle de toutes les petites filles de son âge. J'aime bien me balader, j'aime bien écouter de la musique. Voir les copines. Voir les copines. C'est le contraste dans la vie de Zélie en fait. C'est que tout ce qu'elle fait au niveau des soins, c'est un côté extraordinaire et qui lui permet d'avoir cette vie ordinaire de collégienne. Le combat de toute une famille face à la maladie, Blandine l'a mis sur papier. 2 livres qui lui ont permis de libérer ses émotions. Ah oui, j'ai évacué beaucoup de choses et puis ça me permet aussi moi de prendre du recul sur les événements. Il y a des moments j'ai eu du mal, forcément. Alors j'ai commencé le premier mais je le lis tranquillement parce que je sais pas, c'est un peu dur. Le livre est terminé, mais pas l'histoire. Mais après, je me dis que c'est à Zélie maintenant d'écrire son histoire. C'est plus à moi. Dans la petite commune de Corlay, en Centre-Bretagne, l'accueil de réfugiés ne fait pas controverse. Et pour mettre en lumière cet exemple, le secrétaire d'État Hervé Berville a fait le déplacement. Si je suis ici, c'est parce que la République m'a accueilli. C'est parce qu'après le génocide des Tutsis au Rwanda, j'ai eu la chance que des familles dans les Côtes d'Armor me donnent la même chance qu'un enfant qui était né en France. Et ça, j'y crois fondamentalement. On a vu dans les Côtes d'Armor ce qui s'est passé à Calac, ce qui se passe dans d'autres territoires. Des personnes font un projet politique de rejeter l'autre. Pour rappel, à quelques kilomètres seulement de cette commune, à Calac, le maire a finalement décidé d'abandonner le projet d'accueil de réfugiés face aux manifestations et aux menaces de mort. C'est dans ce contexte que ce centre à Corlay a vu le jour en toute discrétion. À l'époque, le maire ne souhaitait pas s'exprimer. J'avais peur que le fait de trop en parler donne des raisons aux xénophobes et à la fachosphère, pour prendre le vrai terme, de faire son Graal avec ça. Je me dis que la discrétion prévalait. Maintenant, ça fait 9 mois que les choses se déroulent, les choses se passent bien, et que ce soit aussi mes voisins. Personne ne pouvait dire, le maire, il n'a qu'à les prendre chez lui. Ben, ils sont chez moi. Au total, 70 personnes ont été accueillies à ce jour. Ce centre est géré par l'association Ville Thaïs, qui est implantée dans 145 communes françaises. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des crispations. Tous les exemples nous montrent, et sur les 145 communes sur lesquelles nous travaillons, que ça se passe bien à chaque fois. Il y a des milliers de belles histoires dans nos territoires où des personnes sont accueillies, ce qui a déjà été le cas auparavant. Il ne faut pas oublier qu'on a accueilli des personnes qui arrivaient du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, et qui ont participé grandement à faire grandir la France. En ce moment, 2 familles sont présentes, l'une syrienne, l'autre congolaise. Ce centre étant temporaire, elle devrait partir d'ici quelques semaines dans un logement pérenne. La soirée débute par un apéritif ouvert à tous dans une ambiance festive.
Pour la deuxième année consécutive, le centre social Couleur Quartier et le conseil citoyen du quartier de Kérourien organisent un réveillon solidaire. Un moment de partage et de rencontre que les habitants apprécient. Je pense que c'est bien parce que du coup ça réunit des personnes qui sont peut-être seules ou isolées, donc c'est bien. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas déjà et par rapport à tout ce qui se passe, on s'est enfermé et c'est une très bonne idée de faire des soirées comme ça. C'est une très bonne idée pour tous nous réunir dans le quartier, c'est très important et c'est convivial. La soirée s'est ensuite poursuivie à l'étage où 145 convives ont participé au dîner du réveillon, cuisiné et servi par une trentaine de bénévoles, tous habitants du quartier. Ce réveillon est aussi l'occasion de réunir les habitants du quartier et de ne laisser personne de côté pendant les fêtes. La priorité dans nos places, c'est d'abord les gens isolés, effectivement, il y a beaucoup de gens isolés sur le quartier, et aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire la fête. Voilà, ça touche un petit peu ces deux publics-là. Vu le contexte aujourd'hui social, international, etc., les gens ont tendance à un petit peu déprimer. Et si nous, on ne met pas notre petite graine de joie dans le paysage, bon, on aura raté quelque chose. Des animations ont eu lieu tout au long de la soirée et au vu de son succès, une nouvelle édition du Réveillon devrait avoir lieu l'année prochaine. 2023 s'achève, merci de nous avoir suivis tout au long de cette année et vous pouvez bien sûr compter sur nous pour vous faire vivre les temps forts de 2024. En attendant, passez de très belles fêtes et à très vite sur TBO et TB Sud.